Alors notre conviction, elle aurait pu être résumée dans une phrase de l'historien Théodore Zeldin. Je rappelle que c'est notre grand parrain qui nous rejoindra au cours de cette année. Il a dit beaucoup de choses, mais il a notamment dit que c'est par la relation entre une personne et une autre que l'on change le monde. Bonjour à tous. Alors bienvenue chez vous. De vous accueillir pour cette deuxième séance des rendez-vous Avenue Centrale en sciences humaines. Bonjour à toutes et bonjour à tous. Bienvenue pour ce 11e rendez-vous en sciences humaines. C'est déjà l'avant-dernier, ne soyez pas tristes. Alors j'avais écrit « Content de vous voir », toujours plus nombreux, vous êtes toujours plus nombreux, puis je sens que c'est déjà le début de l'été, des vacances, Voilà, donc on est déjà quand même une bonne petite équipe pour échanger avec Jean Viard. Donc très heureux d'accueillir Jean Viard, donc, qui est directeur de recherche au CNRS, associé au CEVIPOF. Moi je le connais depuis longtemps comme spécialiste des temps sociaux, mais aussi de l'espace, du politique. J'ai cru même à un moment qu'il était géographe. Jean, il est aussi éditeur. Il lui est arrivé d'être un peu mon éditeur. On connaît tous les éditions de l'Aube. Plusieurs ouvrages de gens qui sont sur la table de l'entrée. Donc le triomphe d'une utopie. Celui dont il va nous parler aujourd'hui, donc la France dans le monde qui vient, la grande métamorphose. Je note que ce terme de métamorphose est très à la mode, mais tu es aussi quelque part un élève d'Edgar Morin, ou en tout cas un disciple certainement d'Edgar Morin. Tu as aussi publié un plus petit ouvrage, plutôt un échange avec Jean Blaise, qui est quelqu'un qu'on suit ici aussi sur les questions de culture et d'espace public. Voilà, je voudrais aussi dire que tu es moi je considère comme un ami fidèle, c'est aussi un ami fidèle que j'accueille. Tu as toujours répondu présent à mes invitations, que ce soit pour des échanges, des réflexions et des combats dans les endroits les plus improbables. On rappelle t'avoir invité à un truc qui s'appelait le Forum du Baggersee, quand l'Alsace était envahie par les extrêmes. Elle l'est encore d'une certaine façon. Moi, je me souviendrai toujours de ton intervention pour l'appel de Strasbourg. J'ai ressorti ce truc que tu n'as peut-être plus, dans lequel tu avais publié avec du beau monde. Dolé, il y avait Doran II, il y avait Gaillard, Goïti Solo, Martin Graff, Ibel, Hurstel. Enfin voilà, il y avait du beau monde. Et c'était en 97 déjà, effectivement, dans une région qui était soumise à la montée des extrêmes. Je voudrais juste citer un petit passage du papier, de l'article que tu avais fait dans cet ouvrage, qui disait la chose suivante. Beaucoup d'entre nous se sentent aujourd'hui nus et froids, en face-à-face direct avec la mondialisation. Et ce sentiment est encore plus fort si vous n'êtes pas dans un univers de travail, si vous êtes isolé dans votre vie privée et familiale, si vous êtes pratiquant religieux, sportif ou philatéliste, si vous ne vivez pas dans la région de votre enfance, ou si celle-ci vous paraît bouleversée ou envahie. Alors moi je trouve que ces paroles restent très fortes et d'une extrême actualité aujourd'hui. C'est vrai que quand on a préparé avec Laurent, avec Laurence, toute l'équipe ici, le programme de ces rendez-vous en juin dernier, on ne pouvait pas imaginer qu'autour du thème que tu nous as proposé et de ton ouvrage, on serait dans une France aussi bouleversée par un événement, me semble-t-il, qui a fait date. Un événement, en tout cas, c'est ce qui s'est naturellement passé autour des attentats de Charlie Hebdo. Quand on a fait le programme aussi, on ne s'est pas trop intéressé au G7. Il se trouve que c'était le G7 et que la France est encore dans le G7. Je ne sais pas pour combien d'années, mais en tout cas, elle l'est encore. Et qu'on se retrouverait à quelques mois de la fameuse COP 21. Par contre, on savait qu'en t'invitant, ton discours rentrerait en résonance, notamment sur
une notion qui nous est chère ici, sur laquelle on réfléchit les uns et les autres. C'est notamment cette idée que tu développes de société collaborative. Voilà, alors Jean Viard, la question en introduction simplement, où en est-on de cette fameuse métamorphose de la France? Et puis, puisque Alain Faure est de retour parmi nous, Alain Faure qui est un spécialiste du récit et qui nous suit depuis le début de ses aventures en sciences humaines, une deuxième question, comment on pourrait réinventer ce fameux récit politique? Jean Viard, à toi, à Merci. vous. Content de revenir à Grenoble. Je viens assez souvent. En plus, moi, j'habite juste de l'autre côté du col Luche-la-Croix-Haute. Alors, j'adore venir à Grenoble parce que la route est magnifique. Il faut bien reconnaître que... Bon, je ferme ma parenthèse, on n'a pas beaucoup de temps. Qu'est-ce que je vais essayer de vous dire, si vous voulez? Bon, vous connaissez certains de mes travaux, tout ça, donc je ne vais pas tout reprendre. Moi, j'ai beaucoup travaillé sur la transformation de la structure du temps et sur la transformation de la structure de l'espace. Et ce qui m'intéresse, c'est comment les deux, en se télescopant, au fond, déstructurer le champ du politique. Bon, donc je disais que c'est d'ailleurs ce que je vais poser quelques pistes aujourd'hui, c'est que moi j'ai beaucoup travaillé sur le temps, l'évolution de la structure de temps, la quantité de temps, je trouve que c'est un sujet qu'on n'étudie pas assez, et puis toutes les questions liées à l'espace. Et pour dire les choses, si vous voulez, comme ça, l'autre jour j'ai écouté Pierre Nora, qui était d'ailleurs dans mon jury de thèse, et il disait au fond, la France a connu une rupture dans les années 70-80 du siècle précédent, comme sans doute jamais dans son histoire. Et je suis d'accord avec cette vision. Maldras disait la même chose, le Maldras, quand il disait, au fond, à partir de Vatican II, les choses ont commencé à se déstructurer. Et si j'avais dû donner un titre à mon intervention, je m'amusais dans la voiture, parce que en ce moment, je travaille sur le titre de mon prochain livre, et je travaille autour de l'étrange disparition de la lettre P. Parce que la lettre P, c'est politique, c'est patrie, c'est président, c'est prêtre, c'est progrès, c'est populaire, c'est Paris, c'est père, évidemment. Donc je veux dire que cette figure d'autorité dans un modèle culturel qui est le nôtre, qui était à la fois une figure territoriale, qui était évidemment une figure politique, qui était appuyée sur une figure religieuse, bon, tout ça, au fond, depuis 50 ans, ça se défait, mais ça se défait parce que le réel change. Et que c'est pas parce qu'on l'a décidé, etc., c'est parce que le réel change. Heureusement, comme dit Michel Serres, qu'il y a une petite poussette qui remet le P pour compenser un peu la perte du P. Mais bon, et Michel Serres a raison, il dit aussi, je ne suis pas toujours d'accord avec lui, mais il dit le problème c'est d'aider à l'accouchement du monde qui vient. Et c'est ça le rôle au fond des intellectuels aujourd'hui, c'est nous avons tous peur, le monde change, les nations n'ont sans doute plus le structure efficiente qu'elles avaient eues, pour faire la guerre notamment. Donc effectivement, on a peur, et en plus on est dans un tel bouleversement du monde, avec des nouvelles technologies qui sont tellement favorables aux élites sociales, que l'écart entre les uns et les autres n'arrête pas d'augmenter. Et que on est là, si vous voulez, il y a des grandes périodes où les milieux populaires se font écraser. Ça a été vrai avec la révolution industrielle, ça a été vrai, en tout cas c'est vrai à nouveau maintenant. C'est pas les mêmes causes, mais il se trouve qu'il y a des gens qui ne sont pas dans le film. Et que bon, donc d'une façon violente. Il ne s'agit pas de regarder en disant ah mais c'est comme avant, non. Et puis il y a évidemment la montée des extrêmes droites, c'est-à-dire le fait de gens qui disent nous ne voulons pas que le monde ne soit plus ce qu'il était. Nous ne voulons pas que la nation ne soit plus le cadre dominant, nous ne voulons pas ça. Ils sont bien aimables, mais effectivement, le monde a changé. Et au fond, le roman national, pour reprendre les débats sur l'école, et peut-être vos travaux à vous, au fond, le grand roman national qu'on a d'ailleurs beaucoup construit au XIXe siècle, et beaucoup les travaux d'Anne-Maritis sur la construction des identités nationales, je veux dire, ce grand roman national n'opère plus, parce que le monde a profondément changé. Donc c'est ça que je voudrais vous dire, en prenant quelques exemples dans le temps, quelques exemples dans l'espace, mais si vous voulez, il y avait... bon, j'ai fait de l'économie, mais il y avait une économie nationale, ça avait du sens. On pouvait augmenter les salaires, baisser les salaires, jouer sur la monnaie. Donc au fond, le politique et le territoire et l'économie, il y avait des manettes. Alors il y avait des affrontements, on n'était pas d'accord sur un certain nombre de choses, mais en gros il y avait des manettes. Et puis petit à petit, à un moment, le territoire s'est ouvert, le monde s'est unifié. Et au fond, la bonne nouvelle de notre génération, c'est que l'humanité s'est réunifiée. Ça, c'est la bonne nouvelle. C'est-à-dire qu'effectivement, la conquête de la planète, qui a pris des milliers d'années, et a fait des peuples différents, des cultures, des religions, des couleurs. Et puis après, on s'est reconquis une deuxième fois, et là, on s'est massacré, parce qu'on ne savait pas qu'il y avait des gens. Quand on est arrivé en Amérique, au fond, la Shoah, c'est le massacre ultime, puisqu'on se massacre chez soi. Mais après, au fond, on est dans une autre époque, l'humanité réunifiée, on sait ce qui se passe partout, à tout moment, et c'est définitif. Le destin de l'humanité, c'est de vivre cette réunification contingente.
Et si on ne trouve pas des manières de vivre ensemble, d'une certaine manière, eh ben, la situation sera dramatique. Mais on ne peut plus se séparer. D'abord, ne fût-ce que d'un point de vue écologique, mais aussi en termes d'énergie, etc. On n'a pas envie de se séparer. Puisque l'année dernière, il y a eu 1 milliard de touristes internationaux qui sont allés sur une frontière pour se promener. Il y avait 60 millions de touristes en 1960. Et donc on peut trouver toujours, on peut tout critiquer, mais il faut comprendre la dynamique du mouvement sans comprendre les liens virtuels, sans enlever les liens virtuels. Donc au fond, on est passé à une nouvelle histoire de l'humanité, et ce passage qui va prendre du temps, il bouleverse l'ensemble des équilibres. Il y en a qui sont régressifs, il y en a qui retournent au religieux, il y en a qui retournent au national, il y en a qui retournent à l'ethnique. Mais tout ça, c'est aussi la difficulté à faire un autre récit. Donc on n'a pas de récit, la politique, tout le monde est d'accord pour dire qu'ils n'ont rien à dire, mais quand on les connaît, ils sont souvent très sympathiques. Mais effectivement, que ça soit la droite ou la gauche, ils ne portent pas cette transformation, ils ne la racontent pas, et c'est quand même un peu notre faute, à nous les intellectuels, parce que d'une certaine façon, ou alors parce que le monde a changé trop vite, mais effectivement, on n'a pas construit le récit de ces transformations. On est en retard. Alors il y a des lois qui arrivent, il y a des choses qui changent, mais on ne sait pas pourquoi. Alors je vais prendre quelques chiffres comme ça. Moi, il y a des chiffres fétiches que j'utilise tout le temps. Moi, le chiffre qui m'intéresse le plus, c'est de dire que 57% des bébés naissent hors mariage en France. Pour moi, c'est le symbole le plus puissant de la mutation de nos cultures. Il n'y avait jamais eu que 10% des bébés qui naissaient hors mariage. Il y avait eu 2 années au XXe siècle où il y a eu un peu plus, c'est en 1918 et en 1945, mais on voit bien pourquoi. Et on est brutalement passé à 57% des bébés qui naissent hors mariage. Ça veut dire que la structure fondatrice des sociétés, la famille, a complètement changé d'objet. Et que le lien entre naissance, institution, structure familiale, etc., s'est défait, mais quasiment sans qu'il y ait de grandes manifs, sans que ce soit un slogan politique, et dans tous les milieux. L'autre jour, j'intervenais à l'UIMM, qui n'est pas vraiment le temple du progrès social, et on a dû commencer à rigoler que j'aurais dit ça. Je dis non, pensez à vos femmes et à vos filles. C'est pas uniquement les filles en mini-jupe de 68, c'est pas du tout. C'est au fond de la société, on a changé de cette structure. Et je prends ça parce que c'est pas un enjeu politique, voyez. Après, il y a d'autres chiffres qui sont fondamentaux, évidemment. C'est le fait qu'on travaille 10% de sa vie en Europe. C'est quand même un bouleversement, j'y reviendrai, mais c'est gigantesque. Enfin, pour avoir droit à la retraite en Europe actuellement, il faut travailler en moyenne 67 000 heures. Sur des vies de 700 000 heures. Par rapport à ce que vivaient les gens il y a un siècle où ils travaillaient 200 000 heures sur des vies de 500 000 heures, la place du travail a tellement changé que les liens sociaux, les pensées politiques issues de la culture du travail ne sont plus à la même place. Et ça, si vous voulez, c'est un chambardement immense. Vous savez, dans votre vie, vous allez vivre en moyenne 700 000 heures en Europe aujourd'hui, vous allez travailler à peu près 70 000 heures, étudier à peu près 30 000 heures. On est arrivé à ce ratio 1 heure d'études pour 2 heures de travail à Bac+4. C'est quand même un ratio dans l'histoire de l'homme qui est quand même assez phénoménal. Il y a tous ceux qui sont à Bac-4 aussi, je ne les oublie pas, mais c'est pour donner les grands équilibres. Vous allez vivre 200 000 heures. Je donne toujours ces chiffres parce qu'ils sont fascinants. Vous dormez 3 heures de moins que vos grands-parents par jour. Donc vous avez gagné sur la journée, non seulement de l'espérance de vie, mais aussi évidemment vous avez gagné sur le sommeil. La bataille sur le sommeil a complètement bouleversé nos sociétés. Le sommeil est devenu beaucoup plus court. Et donc quand vous avez fini de dormir et de travailler et d'étudier, il vous reste 400 000 heures pour faire autre chose, c'est-à-dire 60% de votre vie. Et ça, si vous voulez, dans l'histoire des sociétés, ça bouleverse tout, ça bouleverse nos rapports sentimentaux, ça bouleverse nos appartenances. 10% des gens déménagent tous les ans, un couple ça dure 8 ans, enfin on peut prendre des piles de chiffres, après on peut les discuter parce qu'ils sont tous un peu discutables, mais un CDI c'est 11 ans. Bon, le CDI est le seul lien qui augmente en durée. Contrairement à ce qu'on croit, tous les liens diminuent en durée, puisque 50% des mariages dans les grandes villes sont défaits avant 5 ans, etc. Mais par contre, effectivement, le CDI augmente, parce que plus il y a du chômage, moins les gens changent d'employeur. C'est pas forcément une bonne nouvelle d'ailleurs, parce que du coup, ceux qui n'ont pas de contrat ne rentrent plus sur le marché du travail se casse en deux. Donc on est dans ce genre de bouleversement. Alors on peut dire qu'on fait 45 km par jour, rien que ça, vous voyez, c'est 45 km. Dans toutes les sociétés, on en fait 5. Nous, on en faisait 5 jusqu'aux années 60. Et d'un coup, on passe à 45, les Américains sont à 70. C'est quoi un voisin? C'est quoi un collègue de travail? Les enfants partent le matin, ils vont à l'école. Vous savez où aller leur école? Vous êtes allé les amener une fois, vous avez quel imaginaire de ce qu'ils ont vécu dans la journée, etc. Donc c'est tous ces chiffres de l'addition. Il y a un autre chiffre que j'aime bien, mais c'est le fait qu'on fait à peu près 8000 fois l'amour pour faire 2 bébés, alors qu'avant 14, on fait 1000 fois pour en faire 8.
Dit comme ça fait rire, on dit mais comment il le sait et tout. Non, mais ce qui est intéressant, c'est pas ça, c'est de se dire qu'on a complètement changé, même la chose la plus intime de nos vies, quoi. C'est-à-dire, d'abord, on a changé la façon de s'alimenter pour rester mince, et ensuite, on a démocratisé l'érotisme d'une façon absolument phénoménale. Et là encore, on a exclu une partie de la société de l'érotisme. Il n'y a pas d'érotisme dans les banlieues. Moi, je suis toujours convaincu que le premier problème qu'on a avec les banlieues, c'est le sexe. Quand je dis ça, tout ça. Attendez, 30% à 25% des logements occupés par des femmes seules avec enfants, 73% d'entre elles n'ont pas de relation sentimentale, et les garçons et les filles jeunes, où est-ce que vous voulez qu'ils aient une vie sentimentale dans les quartiers? Ils sont dans des appartements trop petits, ils sortent très peu du quartier. Vous ne croyez pas que dans une société érotisée, le fait qu'une partie de la société soit exclue de l'érotisation n'est pas un sujet de violence? Et dans Libé, l'autre jour, je disais, au fond, la Syrie, c'est effectivement l'utopie des banlieues. On peut aller violer des filles, on peut jouer, faire du 4x4, c'est vachement bien, on joue à la machine comme au jeu électronique, mais au moins on a accès aux femmes. Et dans les milieux bobos, on préfère la défense des zones humides. Je préfère aussi. Mais je veux dire, bon, il y a deux utopies, au fond. Les zones humides et le djihad, c'est quand même pas brillant. Voilà. Donc ça, c'est un peu le contexte. Mais si vous voulez, l'important, c'est ces changements, ces quantités. C'est pour ça que j'ai donné ces chiffres, parce que quand la vie est longue, on peut sans arrêt retenter sa chance. Et plus la vie s'allonge, plus l'ensemble des séquences sont courtes. Les séquences sentimentales, les séquences géographiques, les résidents. Pourquoi? Parce qu'à tout moment, vous pouvez recommencer votre vie. Quand la vie durait 500 000 heures, avant la dernière guerre, le but c'était, on disait toujours, quand le fils s'assied au bout de la table, le père peut mourir. Et on sous-entendait, quand la fille est mariée, les parents peuvent mourir. Et au fond, le but c'était d'amener ses enfants à un âge adulte, c'est-à-dire le travail pour l'homme et le mariage pour la fille. Quand nos enfants quittent la maison, il nous reste 25 ans, 30 ans. Donc on est dans une toute autre situation. Et donc, plus la vie est longue, et elle va s'allonger la vie, sauf catastrophe écologique, mais ce n'est pas mon sujet, et plus la vie est longue, plus on la vit par étapes courtes. Tout. Et du coup, on est dans une société de discontinuité qui devient un système de valeurs. Alors qu'on produit de la norme tous les jours au niveau des lois, quand on voit le nombre de lois qu'on voit tous les jours, etc., c'est absolument surréaliste, et on n'arrête pas de produire de la norme dans une société où le désir est de plus en plus discontinu. Cette discontinuité n'arrête pas d'augmenter. C'est une vie, on est passé à des vies qui sont des vies structurées par la notion d'aventure, pour moi. Il y a une chose qui me fascine, c'est les enterrements. Parce qu'avant, un enterrement ne racontait pas la vie. Parce que tout le monde savait ce qu'avait vécu le patient, si on peut dire. Maintenant, on raconte, même dans les églises catholiques, avant le culte, on raconte la vie parce que personne ne connaît la vie en entier. Les vies sont trop longues. On a trop déménagé. Qu'est-ce qu'il a fait, Lunianisky, avant de venir à Grenoble? Je ne sais pas si tu vas être enterré tout de suite, mais tu vois, il y a toutes les précédentes ou futures. On peut pas savoir. Donc, il y a tout ça qui se bouleverse, et si vous voulez, qui nous permet un sentiment de liberté extraordinaire, parce que vous pouvez avoir des copains, vous racontez pas toute votre vie. Moi, quand je vais à Metz, par exemple, je suis le sociologue messin dans le journal. J'y suis resté 6 mois à ma naissance. Mais du coup, toute ma vie, je serai le sociologue messin. Bon. Et on joue avec nos appartenances. Et du coup, on a un sentiment de liberté absolument extraordinaire. C'est pour ça qu'on est dans une société du bonheur privé fantastique et du malheur public considérable. Mais on est plutôt heureux dans nos vies. Toutes les études nous le démontrent sans arrêt, malgré le chômage, malgré le sida, malgré tout ça. Mais par contre, effectivement, ce qui est terrible, c'est qu'on n'a plus de projet collectif. Mais bon, voilà, donc c'est ça ma réflexion. Et au fond, dans ce monde-là, le temps est devenu un élément sur lequel on peut travailler, ce qui n'était pas vrai dans les sociétés anciennes. Jean Fourastier disait, on entre dans la civilisation des vies complètes. J'aime beaucoup cette formule. Non seulement on y entre parce qu'on vit tous les étapes, on est jeune. Avant, il y a des gens qui ne cherchaient pas à être jeunes. Regardez les vieilles filles avant 14. Le choix d'être vieille fille, c'était le choix de la vie longue. Puisqu'on mourait en couche pour une grande partie des femmes, puisqu'il y avait plus de vieux monsieur que de vieilles dames avant 14, puisque tellement les femmes mouraient en couche. Donc être vieille fille ou être bonne sœur, c'était une garantie de vie longue. Ce qui évidemment était rare. De même que les hommes qui s'engageaient dans l'armée, c'était l'honneur contre la vie courte. On avait ces enjeux. Nous, aujourd'hui, on n'est plus du tout dans ces choses-là. Donc, si vous voulez, je dis ça comme ça a l'air comme ça un peu fatras, mais je dis attention, le temps a changé de structure. On n'arrête pas de l'accélérer. Non seulement il s'est allongé, mais on va en gagner plus, on va aller vite, on fait 3 choses en même temps, on téléphone de la voiture, etc. On fait des films de plus en plus courts, on est dans la série américaine de 52 minutes, même pas d'ailleurs 52 minutes, 48 je crois, par rapport au film d'1 heure et demie. On est dans ces processus, et on a un sentiment de manque de temps, parce qu'on n'a jamais fait tant de choses. Et donc on n'a jamais si peu travaillé, on n'a jamais eu autant de temps, mais on a un sentiment de manque de temps absolu parce qu'on fait plein de choses. Et qu'on multiplie le nombre de choses qu'on fait d'une façon extraordinaire. Mais ce temps est notre nouvelle frontière, et je ne vais pas rester là-dessus longtemps, mais je pense que ça va devenir un enjeu politique majeur, parce qu'on n'a pas voulu vivre longtemps. Il n'y a jamais eu de manifestation pour être centenaire. Mais maintenant, ça va commencer. On va commencer à prendre des pièces dans le tiers-monde pour récupérer des reins, des cœurs, des machins et tout, parce qu'on va vouloir vivre longtemps.
Et ça va devenir un vrai objectif et on va faire des choses épouvantables pour arriver à cet objectif politique. Et donc, dans cette société de ce temps qui se restructure, qui devient discontinu, qui effectivement s'allonge, on a évidemment modifié le rapport à l'espace parce qu'on s'est mis à être extrêmement mobile. Bon, si tous les travaux que vous faites en géographie, vous le savez aussi bien que moi, donc cette population qui s'étale, qui habite à côté des villes, etc. Bon, là, on est dans un tout autre rapport, mais je ne vais pas y revenir longtemps. Mais ce qui est surtout intéressant, c'est que toute la culture politique qu'on a à partir des classes sociales, la classe sociale n'existe plus. Mais si je passe que 10% de ma vie à travailler, je ne suis pas tout le temps mon statut social. Les classes sociales ont été pensées à une époque où les ouvriers, en gros, ils travaillaient 200 000 heures, ils dormaient 200 000 heures, ils avaient 100 000 heures de temps libre. Donc, ils étaient leur statut social. Donc, le travail permettait d'organiser la société, sa lecture et ses combats. Aujourd'hui, il y a des habitus, il y a des origines, il y a des couleurs, il y a la remontée de toutes les activités de temps libre, dont le religieux. Alors que nous, on était convaincus qu'on était arrivé à tout structurer par le travail, que la religion, c'était archaïque. Pas du tout. La religion, c'est une des appartenances. Le genre sexuel, c'est une des appartenances. Le travail, c'est une des appartenances. Le fait d'être breton, provençal ou kabyle, c'est une des appartenances. Blond, noir, etc. Et donc, on est dans des niches d'appartenance et on joue entre ces niches d'appartenance, chacun d'entre nous. Et donc, comment on fait de la politique là-dedans? Comment on structure des coalitions? Parce que les mêmes qui vont se coaliser sur des intérêts, mettons, de revenus, ils n'ont pas du tout les mêmes intérêts en termes de genre, de sexualité, de cyclisme, d'origine, de couleur. Et donc les classes sociales en tant qu'outil politique, d'une certaine façon, ne marchent plus, ce qui nous déstabilise beaucoup. Et au fond, dans cette société, on pourrait dire, si vous voulez, que le temps s'est tellement allongé qu'on se déplace dans l'espace, mais au fond, la mobilité, c'est pas simplement un déplacement dans l'espace, on est devenu mobile dans notre culture, dans nos valeurs, on zappe nos croyances. Et ce qu'on mesure quand je dis que vous faites 45 km par jour, c'est plutôt une trace physique de la mobilité qui a remplacé la sédentarité. On était dans des mondes sédentaires avec des nomades, et on est passé à des mondes mobiles où tout le monde se déplace, y compris nos convictions, on zappe. Il y a à peu près, on en discutait l'autre jour avec Laurence Parisot, mais entre 35 et 40% des Français qui ont voté une fois Front National, mais la plupart ne l'ont fait qu'une fois. Et pareil, donc on est dans ces logiques de zappeur, de cristallisation. Et donc c'est extrêmement difficile, et ça va à ce que je disais tout à l'heure, on est dans une société du bonheur privé et du malheur public, et donc ça encore une fois c'est extrêmement... Alors pourquoi ça fonctionne comme ça? Et pourquoi on est dans cette société? Au fond, pour le dire autrement, on était dans des sociétés collectives, on a construit des sociétés individualistes, individuelles, de liberté, où on a associé mobilité, liberté et individu. Et vous savez, je ne sais pas si vous avez déjà discuté avec des intellectuels chinois, quand on leur dit mais la vie politique, tout ça, ça vous préoccupe pas trop, ils vous répondent écoute, si tu as à choisir entre ta connexion Internet, ton passeport et ta carte de vote, lequel tu déchires en premier? Bon, pas évident comme question, hein. Mais bon, c'est facile. Bon, ils n'ont pas le choix, donc la question ne se pose pas. Mais bien souvent, nous, on dirait bon, c'est vrai que la connexion Internet et le passeport, c'est quand même premier, quoi. On dit ça parce qu'on est dans une démocratie protégée, évidemment. Bon, donc ça veut dire que nous, la question donc qui est posée, on est passé à cette société de l'individu mobile, extrêmement libre, et la grande question qui nous est posée, c'est comment là-dedans on peut recréer du commun, et pour l'instant on ne sait pas, et sur quel type de modèle, parce que c'est que dans nos sociétés, au fond on avait l'idée que la démocratie c'était le système supérieur du politique, parce qu'on a tous pensé en termes, au fond, de fin de l'histoire, il y avait les monarchies, il y avait des dictatures, la démocratie c'est le système supérieur, sauf que personne ne veut l'appliquer à la mondialisation. Et que du coup, le système supérieur, l'idée du modèle le plus parfait, eh bien, évidemment, il ne s'applique pas à l'époque historique dans laquelle on est entré, parce que personne n'a jamais demandé qu'il y ait un président de la planète, d'abord parce qu'il serait asiatique, qu'on serait minoritaire, et que donc on n'a aucune envie de ça, et du coup, ça remet en cause fondamentalement notre idée même de comment on organise les sociétés, puisque le système politique qu'on a le plus valorisé, il n'a plus de sens vers le haut, et par contre on le multiplie vers le bas, on vote pour le département, alors qu'un département de droite et de gauche n'est pas très différent, on vote pour tout, maintenant les communes, les communautés de communes, les départements, les régions, la sécu, enfin bon, on multiplie des élections d'ailleurs où il n'y a pas d'électeurs, on croit que c'est de la démocratie parce qu'on vote, mais non, la démocratie c'est quand il y a des électeurs qui votent, c'est pas quand il y a un droit de vote qui n'est pas utilisé. Voilà, donc c'est tout ça qui m'intéresse. Il y a 13 éléments de rupture, je les repérerai, je me disais comme ça tout à l'heure, je vous ai beaucoup dit sur le temps, je ne vais pas y revenir, vous savez que la vie s'est tellement allongée qu'on a rajouté une génération dans la plupart des familles. On perd ses parents à 63 ans. On a des grands-parents à 53 ans. Alors c'est des moyennes, les moyennes c'est un peu débile, mais regardez autour de vous, vous verrez que ça va quand même comme ça. Depuis la guerre, on est passé à une société 4 générations. Regardez ce que ça veut dire en termes de transmission culturelle, de transmission financière, de problèmes de logement, d'absence d'organisation des villes pour que les générations soient à côté. Regardez cette exclusion épouvantable des anciens. Alors
Alors l'autre jour, j'étais un peu raide, j'ai dit à une émission de télé, j'ai dit oui, on les met dans des châteaux autour des villes, on leur donne des tartines un peu molles. C'était pas gentil, il y a des gens qui se font très très bien pour les personnes âgées, mais quelle est notre pensée de la personne âgée dans la ville? C'est quand même extraordinaire, c'est un sujet de société absolument majeur. Et donc là, une génération, on a rajouté une génération. Le travail, donc effectivement, c'est 10% de la vie. Le travail est court, mais nous travaillons tous. Et aujourd'hui, on se réalise dans son travail. C'est quand même une idée qui aura amusé les gens au XIXe siècle. C'est-à-dire, il est tellement réalisateur que les femmes s'y sont mis aussi. Mais vous savez une chose qui est quand même extraordinaire, c'est que depuis 1974, il y a en France 4,5 millions d'emplois en plus dans ce pays. 3,5 millions d'emplois féminins, 1 million d'emplois masculins. Est-ce que vous pensez que l'économie sait gérer les mutations culturelles? Moi, je ne pense pas. C'est-à-dire qu'on est face à une mutation culturelle gigantesque, positive, géniale, où les femmes sont devenues, comme dit Tavouillot, j'aime beaucoup le philosophe Tavouillot, il dit les femmes sont devenues des adultes comme les autres. C'est ça, les 40 dernières années, l'image est jolie. Mais pourquoi est-ce que l'économie aurait besoin, brutalement, de gens qui, au fond, ne consomment pas mieux? Ils n'ont qu'une maison, ils n'ont qu'un lit à 2 places, donc, au fond, c'est une force de travail nouvelle, mais en quoi ça en génère une dynamique économique? C'est une question tout à fait essentielle à se poser, parce que depuis qu'il y a ce bouleversement culturel, il y a évidemment un chômage de masse. Donc il n'y a pas de rapport entre ces sujets. Il y a un peu des rapports, un peu. Bon. Et c'est pas hasard si les pays qui nous entourent gèrent ça avec des politiques sociales extrêmement violentes et réactionnaires, mais en Angleterre, en Allemagne, il y a 3 à 4 millions de gens qui ont des emplois à mi-temps pour 500 €, et qui du coup absorbent une partie du marché du travail. Nous, on a fait le choix d'un discours, au lieu de réduire les 35 heures, était une très bonne idée, pour moi, et je les avais d'ailleurs beaucoup défendus, mais il est clair que les bouleversements des cultures ne donnent pas instantanément que les entreprises aient besoin de ce que la culture induit comme bouleversement. Comment on gère, et surtout comment on en parle, alors que nous, on n'en parle pas, et du coup, effectivement, on laisse 5 millions de personnes sur le bord du chemin, et encore 5 millions, parce qu'effectivement, on ne compte pas d'autres qui se sont désintéressés du sujet. Donc, vie plus longue. C'est pour ça qu'on est plus nombreux. Vous savez, quand la population augmente, il y a un tiers qui vient de l'espérance de vie. Un tiers d'immigration, un tiers de la natalité. Si tout le monde vivait comme les Français, on serait 12 milliards. La nature le supporterait très difficilement. Alors comment est-ce que nos désirs humanistes s'associent à nos responsabilités écologiques? C'est pas simple non plus. C'est pas simple non plus. Donc voilà, on est dans tous ces bouleversements, je vais accélérer un peu. Donc évidemment, elles ont ces conséquences sur la politique que j'ai dit, parce qu'au fond, les temps privés écrase le temps de travail. Et donc, effectivement, la société des temps privés, comment est-ce qu'elle génère du politique? Et dans les temps privés, les deux éléments producteurs de normes et de codes, c'est le tourisme, c'est pour ça que j'ai énormément travaillé sur le tourisme, et c'est la télévision. Moi, je suis toujours fasciné en hiver par les jeunes filles en short dans les villes. Je me dis quand même, c'est génial, quoi. Parce que c'est pas un objet pour la ville et c'est pas un objet pour l'hiver. Alors, je pense qu'elles ont des collants, mais bon, j'ai plus l'âge d'aller vérifier. Mais, et quand vous allez à Paris-Plage, et que vous avez 4 millions de mecs qui se mettent entre une rivière polluée et une voie rapide, en maillot de bain, qui sont contents et qui reviennent tous les ans, on se rend quand même compte que l'imaginaire qui transforme nos villes est absolument extraordinaire. Et alors, tout ça, c'est l'aspect. De l'autre côté, le problème, c'est la fin du modèle jacobin, c'est-à-dire le fait que il n'y a plus un dedans national, ça n'a plus de sens. Et donc, effectivement, on est en train de vivre quelque chose de tout à fait passionnant, c'est que l'Île-de-France devient un acteur mondial, comme les grandes firmes issues du jacobinisme, et que là, au fond, ils se désintéressent de la province. On dit il y a des politiques de réforme et tout. Je dis non, il y a un changement extrêmement puissant. Les grands groupes, moi je conseille des grands groupes. Quand vous discutez avec le PDG d'Auchan, il vous dit, bon, attends, cette année, j'ai ouvert 30 supermarchés en Chine. Bon, ils n'en veulent plus à Grenoble de mon Auchan, vous savez, c'est pas un souci. Et si on ne comprend pas qu'au fond, le modèle jacobin, c'était que le modèle économique et politique parisien structurait l'ensemble du territoire pour faire remonter à Paris un certain nombre d'avantages, de revenus, etc. Mais ce modèle parisien est complètement parti vers la mondialisation. Ils ont une influence considérable en Afrique, ils ont une influence considérable sur le marché du voyage et du tourisme, et ils ont une influence considérable Global City, pour reprendre ce que dit Skatsias Kassen. Et au fond, la province, elle est délaissée. Et donc là, on est dans une aventure nouvelle, c'est que le territoire français, en province, au fond, il devient ce qu'a connu tous les autres pays européens. On est en train de construire des métropoles, de construire des régions. Au fond, on est en train d'inventer ce que les Allemands et les Italiens font depuis 2 siècles. Et là, il se passe quelque chose, parce que nous, on l'avait jamais su, on l'avait jamais fait. Mais ce n'est pas une prise de pouvoir des provinces sur elles-mêmes, c'est un abandon des provinces par le centre. C'est un bouleversement absolument gigantesque. Mais tout ça, ça déstructure nos imaginaires collectifs, ça déstructure évidemment notre idée nationale. Et c'est pour ça que j'emploie jamais le mot d'immigration, j'emploie toujours le mot de diaspora. Il n'y a pas d'immigration.
Pourquoi est-ce qu'un Comorien serait dans le même seau qu'un Kabyle, avec un Syrien Je veux dire, ce qu'ils ont en commun, c'est qu'ils sont dans des diasporas. Il y en a qui viennent, dans chaque diaspora, il y en a qui repartent, il y en a qui ne font que passer, il y en a qui vont nous servir pour construire l'Afrique du XXIe siècle. Donc c'est des diasporas qui peuvent devenir des diasporas de projet, parce qu'ils connaissent des cultures, etc. Donc c'est des outils complètement déterminants. Nous, on a les grandes entreprises, on a les savoir-faire, on ne les forme pas à ça. Donc il n'y a pas un modèle. À Marseille, il y a beaucoup de Comoriens, on ne peut pas avoir le même rapport avec les 60 000 Comoriens qu'avec les Kabyles ou avec les Syriens. Ce n'est pas du tout la même chose. Donc là, il y a toute une réflexion. Voilà. Donc, puisque le gong a sonné, mais je vous ai posé l'essentiel. Dans les choses qui se reconstruisent, alors, on va être positif. La famille, c'est une transformation géniale. Je vais vite, mais je trouve vraiment que la construction des familles tribus, le redéveloppement des repas du dimanche, les transmissions financières, la famille s'est réinventée après 68. Et je pense que c'est un pilier de cette société absolument considérable, et que les enfants nés hors mariage, c'est à ça qu'ils renvoient aussi. Au fait que 70% des gens partent en vacances en famille, etc. On peut multiplier les éléments. Sur la figure du religieux, je ne reviendrai pas, mais c'est une tentative de reconstruction pour un certain nombre de gens. Sauf que les musulmans font ça à contre-rythme des catholiques, donc c'est ça qui est insupportable. C'est qu'effectivement, nous, on sort du religieux, et puis il y a des gens qui arrivent, à qui on avait interdit la parole religieuse, et qui rentrent effectivement dans notre champ. Bon, je vais sauter sur le travail et tout, parce qu'on pourrait revenir dans la conversation. Ça serait tout un champ en soi de réaction. Alors, ce qui unifie, ce qui permet à ce monde de fonctionner, c'est évidemment l'information, la société collaborative. Là, je suis d'accord avec Michel Serres sur ce qu'il parle de petites poussées. C'est-à-dire, on est en train de réinventer une forme de lien, d'une façon extraordinaire. Moi, Blablacar, par exemple, j'y crois pas quand je regarde les chiffres de progression de Blablacar. Vous savez qu'il y a 2 millions par mois de gens qui utilisent Blablacar. Mais par mois, 2 millions. Il n'y a pas que Blablacar comme société de système comme ça. Et c'est qu'un début. Il y a des endroits où on donne par exemple les mails au début de l'année aux parents pour que quand il y a un gamin qui ne sache pas faire le devoir, on puisse demander à un parent de quelqu'un d'autre, etc. Pour la garde d'enfants, c'est pareil. On est en train de créer des systèmes collaboratifs à des tas d'endroits qui bouleversent les liens, qui changent des sociétés à une vitesse extraordinaire, qui sont très bons pour organiser des mouvements négatifs, et beaucoup plus compliqués pour organiser des logiques de projet. Donc là, on a toute une invention, pas simple, mais en tout cas, ça crée de la solidarité, ça crée du lien. C'est fascinant. Le Bon Coin, ça marche pareil, c'est absolument fascinant. Donc, se crée du lien. Donc, la société ne se défait pas. La société se transforme. Pour ça que je dis, les individus n'ont jamais eu autant de liens. Quand je prends le lien érotique, en disant on fait 8000 fois, mais c'est simplement pour montrer que les liens privés augmentent. Et c'est pour ça que la société lien tient. Parce qu'en réalité, les liens privés augmentent, c'est les liens politiques qui reculent. Et c'est ça qui permet à ces sociétés, avec leur taux de chômage, etc., d'être quand même des sociétés dans lesquelles les gens restent heureuses de vivre. Alors, pour ceux qui connaissent mon travail, vous avez vu des réflexions sur l'espace, des réflexions sur le temps, etc. Mais moi, ce qui me semble, c'est que maintenant, il faut qu'on pense que le modèle jacobin, le modèle français, mais même antérieur à Jacobin d'ailleurs, pas à Jacob, cette idée, au fond, d'une France totalité, d'une France moniste, qui était particulièrement la nôtre, c'est ça qui s'est défait. C'est pour ça que quand j'ai dit que le roman national ne fonctionne plus, c'est bien parce que c'était le roman de ça. Et aujourd'hui, effectivement, le temps est devenu beaucoup plus long, il est devenu discontinu. L'espace, il n'y a plus un dedans et un dehors. C'est un concept qui n'a plus réellement de sens. En matière écologique, c'est complètement évident parce qu'on voit très bien que quand il y a un truc qui fond à l'autre bout de la planète, ça bouleverse les sociétés ici. C'est vrai aussi en matière de mobilité des hommes, etc. Quand on dit qu'il y a 1 million de touristes, etc. Le dedans est partout dans le dehors, etc. Comment dans tout ça on reconstruit du récit pour raconter ces mutations comme quelque chose qui peut aller quelque part, qui donne du sens. Et deuxièmement, comment on fait une place à ceux qui sont les plus fragiles. Avant, au fond, on avait un modèle vertical des sociétés, et au fond, on avait l'idée qu'il y avait l'ascension sociale, et que si l'ascension sociale ne marchait pas, on pouvait toujours faire la révolution, et ceux qui étaient en bas, en coupant la tête de ceux qui étaient en haut, allaient prendre leur place. Nous, on est entré dans une société horizontale, et d'une certaine façon, il y a un centre et une périphérie. Mais personne ne sait comment on passe de la périphérie au centre. Et donc, effectivement, il y en a qui passent, bien sûr. On connaît tous des gens qui n'avaient aucune raison d'arriver au centre, et qui sont arrivés au centre, on peut toujours les sortir. Moi, j'étais à Sciences Po Paris, tous les ans, on en prenait 20, et on les sortait, on disait, oui, on en a trouvé 20. Mais après, quel modèle on a? Comment on raconte ça? Et comment on vit ça? Et quand le Premier ministre a dit qu'il y avait des ghettos dans cette société et qu'on était sur des modèles de vie séparés, je ne suis pas sûr que le modèle d'apartheid était l'idée idéale, mais c'est un autre débat, c'est totalement exact. Il y a des gens qui ne vivent pas dans le même monde que les autres. Et pour moi d'abord, parce qu'ils ne font pas l'amour. C'est pour ça que j'ai pris cet exemple, mais il n'est évidemment qu'un indicateur. Mais il est, vous savez, dans la violence des jeunes,
c'est peut-être plus important que le religieux. Hein. Donc il faut faire très attention dans la vie réelle, intime, etc. Ça veut dire pas de construction de couple. Vous voyez là-dessus, je m'arrête là-dessus. Moi j'avais proposé, puisque j'ai été consulté par les grands chefs à plume sur les questions des banlieues, je leur ai dit, écoutez, il y a une réforme simple. Pisani l'avait fait en 62, quand il a fait, il dit aux gens, aux agriculteurs, nous on veut que vous modernisiez l'agriculture, on finance la décohabitation des générations. Si vous acceptez, et ils ont dit aux femmes catholiques, vous n'allez plus habiter avec votre belle-mère, et en échange, on va moderniser l'agriculture. Et ça a marché. La question est la même dans les banlieues. Moi, je suis convaincu que si on dit à tout jeune de banlieue de plus de 16 ans, si tu fais des études, tu auras un studio indépendant, je pense qu'on mettra beaucoup plus d'air dans les banlieues qu'en s'intéressant aux problèmes religieux, etc., à des tas de questions. Si on lit les études et la vie intime, je pense qu'on aura fait un grand pas. Merci.